cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Le deuil est une drôle d'épreuve. Un jour, on croit en être sorti, et puis non. Il est toujours là, incrusté avec sa colère. À mon frère aussi, ils lui ont coupé la tête. D'une certaine façon, on est de la même famille. Des rescapés. Tu diras à Vobine que mon nom c'est Robert Tassen et que je le lâcherai pas. Sachez qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Je parle de vous. De votre ennemi intérieur. Occupez-vous du vôtre et oubliez-moi. Putain, tu fais chier, hein. C'est sûr que tu vas aller dans ce merdier. D'abord, j'ai pas l'impression de choisir. Ça peut paraître un petit peu curieux, mais ce sont souvent les histoires et les lieux qui déclenchent le désir, en fait. Donc, il y a eu une proposition de Sylvie Piala, ma productrice, et de son compagnon, Olivier Rado, qui est le directeur artistique de mes films, de m'intéresser à une période peu connue, que moi-même j'ignorais, en fait, une période très trouble au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les premières années de troubles concernant la guerre d'Indochine, c'est-à-dire à partir de 1945. Et c'est une période très méconnue parce que l'occupant est japonais dans un territoire qui était au départ français, que les Français s'étaient accaparés en fait, qui est au Tonkin, donc nord de l'Indochine. Et pendant la période d'occupation allemande, finalement, Hitler a laissé les coudées franches en fait aux Japonais, qui étaient leurs alliés, pour occuper le nord de l'Indochine, qui servait de passerelle en fait aux Japonais pour combattre la Chine par les terres. Et au sortir de la guerre, De Gaulle a voulu récupérer les colonies, et à ce moment-là, le Japon a opéré un véritable coup de force au nord de l'Indochine, en attaquant toutes les garnisons à la même heure et en massacrant les garnisons françaises, femmes et enfants. Et puis du coup, en m'intéressant à cette période, j'ai fait la connaissance d'un personnage qui avait existé, qui s'appelle Vanderberg, et qui est un personnage très singulier, car c'est le premier qui a décidé de combattre en utilisant une méthodologie de combat qui était employée par les Viet Minh. Voilà. Et ce personnage-là m'a intrigué, et c'est la concordance de la période, de ce personnage, qui peu à peu a créé l'ossature du film. L'écriture s'est passée sur 4 ans, j'ai réalisé 2 autres films entre-temps, et chaque film a nourri l'écriture dans la mesure où elle a déconstruit aussi les scénarios à chaque fois. Valley of Love avec Gérard Depardieu a complètement bouleversé l'écriture de ce film. C'est-à-dire que quand je suis rentré, le film devait rentrer en production et j'ai dit à Sylvie Piala que non, que j'allais prendre une année supplémentaire pour le réécrire. Parce que ce qui s'était passé avec Gérard Depardieu avait nourri autre chose qui allait prendre place dans le film. En même temps, je me suis énormément documenté, parce que c'était une période que je ne connaissais quasiment pas. Et en même temps, au moment où je me suis mis à écrire, il a fallu que je désapprenne tout ça. Enfin, voilà. La vérité historique ne m'intéresse pas en soi. Je me nourris d'éléments factuels, je prends connaissance de lieux, de dates, d'événements, mais finalement tout ça est très désincarné. Et puis la vérité historique, ça ne veut rien dire. Parce que chacun a sa propre vérité, ce ne sont que des points de vue. Aucun historien n'est objectif. On colle à une vision et un fantasme que l'on a. Et donc finalement, ce qui m'a le plus orienté, c'est le témoignage d'une personne. Je n'ai pas interrogé 10 ou 100 personnes, j'en ai interrogé une, parce qu'il se trouve que c'est un ancien chef opérateur avec lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Raoul Coutard, qui a éclairé 4 de mes films, et qui se trouve que cette personne, Raoul Coutard, a connu Vanderberg, le personnage dont je me suis inspiré. Donc c'est son témoignage, finalement, qui est un témoignage, moi j'appelle ça plutôt de
c'est le sentiment de la vérité qui m'intéresse, c'est pas la vérité. Il y a une mythologie cinéphilique dont on ne peut pas se détacher, qui est quand même, voilà, surtout le cinéma américain qui s'est accaparé la guerre du Vietnam, donc qui a suivi la guerre d'Indochine. Donc des films très forts, évidemment, très puissants, où c'est une forme de cinéma qui, évidemment, crée une source d'inspiration, mais aussi un détachement, parce qu'on sait qu'il ne faut absolument pas essayer ni de se coller à cette imagerie, ni d'en récupérer les obsessions, parce qu'on n'a pas, nous, la même culture, non seulement guerrière, mais en plus les mêmes envies filmiques. On n'est pas sur ce terrain-là. Et très curieusement, ces films-là, dont on n'a pas parlé, mais dont on comprend qu'on parle des mêmes, que ce soit Apocalypse Now, Voyage au bout de l'enfer, Platoon, enfin, ces films-là, ces réalisateurs n'ont eu qu'un film de chevet avant de faire le leur, c'est un film français. C'est la 317e section de Schoenderfer, éclairée par Raoul Coutard, le chef opérateur dont on parle. Donc il y a évidemment des correspondances, il y a toute une espèce de réseau comme ça qui opère en sous-marin. Et puis en même temps, moi j'essaie souvent à la fois de me détacher du script, à un moment donné de ne plus être en rapport avec l'outil qui sert de support pour faire le film. C'est un outil, le scénario, puisque la finalité, c'est ce qu'on doit montrer à l'image. Alors évidemment, on essaie d'être suffisamment juste. Voilà, c'est d'essayer de trouver cette justesse où on se dit voilà, ce matériau va nous aider à mentir le mieux possible et à essayer d'être le plus sincère possible, mais en fabriquant du mensonge. Oui, le décor est très prégnant. Enfin, pour moi, il est capital. Enfin, le lieu dans lequel j'arrive pour imaginer éventuellement de pouvoir mettre ces personnages-là et essayer d'inventer ensemble. Et j'essaie d'avoir la contrainte du lieu aussi est capitale. Alors là, on parle de décors quand même assez extrêmes, que ce soit la vallée de la mort où on a été sur des 60 degrés, et la jungle où là on est sur des taux d'humidité maximum avec une sensation d'étouffement et d'épuisement permanent parce que c'est un environnement hostile dans lequel il ne faut surtout pas lutter. Il faut se laisser digérer en fait pour essayer de trouver son autonomie et puis une façon d'apprivoiser cet endroit qui va générer évidemment un comportement et des émotions à ce moment-là qui deviennent extrêmement stimulantes. Et ne pas le vivre. Du coup, cette contrainte-là devient une liberté. Voilà, c'est d'essayer de trouver ce chemin-là. Les acteurs ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les personnalités. Voilà, c'est le rapport qu'on va avoir ensemble. Qu'est-ce qu'on va créer ensemble? Est-ce qu'il va y avoir, il va se passer quelque chose? Enfin, on va essayer de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Mais c'est ce qui est fort sur les tournages, c'est que ce sont des expériences très dense et dans lequel on recherche, moi en tout cas, je recherche toujours j'ai toujours le même désir, c'est l'intensité, c'est de vivre des moments intenses. Alors parfois ils sont pas agréables, parfois ils sont doux, parfois ils sont violents, parfois ils sont extrêmement jubilatoires. C'est cette densité-là et cette quête de l'intensité. Donc l'intensité, ça passe par le lieu dans lequel on se trouve, et puis les émotions qu'on vit ensemble. Alors les corps, c'est vrai que, vous l'avez dit, ce sont des lieux qui impriment sur le psychisme et sur l'organisme il y a des stigmates très forts, que ce soit la transpiration, et voilà, le soleil, ça agit, le corps réagit, En même temps, c'est en temps de guerre qu'on a le sentiment d'être le plus vivant, parce qu'on est le plus proche de la mort. Donc c'est ce paradoxe qui est aussi fascinant. C'est que, notamment quand j'en parlais avec Raoul Coutard, c'est qu'il a été plusieurs fois lui-même exposé à un sentiment de perdition et de grand danger.
Et c'est à ce moment-là qu'il s'est senti le plus vivant. Et puis ce sont finalement ces moments-là qui sont ceux qu'il retient aussi le plus. Et qu'il avait une grande émotion et de la nostalgie pour cette période de vie dans laquelle il a vécu à la fois le meilleur et le pire, en perdant des gens qu'il affectionnait, et en même temps des moments, des instants d'humanité très très puissants. Parce qu'on est, je pense, extrêmement désœuvré dans certaines situations et on y puise des choses totalement insoupçonnées puisque c'est plus la raison qui l'emporte. Ce sont souvent les viscères qui parlent et c'est sans doute à ce moment-là qu'on a le sentiment d'être le plus juste possible. Quand je dis le plus juste, le plus en accord avec ce qu'on est, enfin ce qu'on croit être. C'était l'acteur que j'avais en tête en fait quand le scénario s'est finalisé. Voilà, il s'est imposé. Il s'est imposé et ça a été une rencontre. Et c'est un petit peu ce que je recherche aussi. Ce qui est fascinant, moi, c'est quand je sens que mon personnage, c'est-à-dire moi, n'est plus. Et que c'est lui. Voilà, il y a quelque chose qui vient de passer et c'est fini. Voilà, il est là. D'avoir la conviction que c'est lui, que c'est plus moi, que c'est lui. C'est la passation. Voilà. Une fois que c'est passé, on a juste envie qu'après la lecture, ils nous disent oui. Voilà. C'est ça. Ça ne va pas plus loin que ça. Parce que je ne parle pas du personnage avec la personne. Ça ne m'intéresse pas. J'ai surtout pas envie de connaître la façon dont il va l'aborder, ou si je le rencontre et si ce courant passe, pour moi ça suffit. J'ai pas d'autres. Voilà, donc c'est comme ça. Ça va pas plus loin que ça. Mais c'est tout en même temps. Quand je dis c'est tout, c'est le maximum. La rencontre avec Gérard a réactivé une espèce d'image paternelle comme ça. Et puis le tournage était très trouble puisque Gérard a évidemment perdu son fils. Le film raconte le deuil d'un fils. Moi je me prénommais Guillaume, donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça très troublante, une correspondance qui passe pas par les mots mais qui est là, qui est latente. Et c'est curieusement avec Gaspard il y a quelque chose, un autre lien, mais qui tient plus de l'ordre du fils d'une certaine façon, et que de les réunir tous les deux avec ce père de substitution qui est dans le film, le rôle de Saintonge et ce personnage, il y a quelque chose d'assez... oui, d'assez troublant. C'est assez troublant. C'est peut-être finalement ce qu'il y a de plus beau, le renoncement à l'être aimé. Parce que du coup, l'amour durera toujours. C'est peut-être c'est ce qu'il y a de plus douloureux, sans doute, mais de plus magnifique en même temps. C'est de pouvoir renoncer à ce qu'on aime le plus au monde. Parce que dans ce cas-là, on l'aimera jusqu'au bout. On ne succombera jamais à l'enlisement, ou à l'effritement, ou à l'usure, ou à l'habitude. On sera toujours en crête, donc toujours dans l'intensité en même temps. C'est pas une vision pessimiste, mais c'est une vision peut-être un peu radicale, peut-être un peu douloureuse, mais je pense... là, encore une fois, éminemment intense, quoi. C'est pas... J'ai toujours été assez impressionné par la façon dont Marguerite Duras parlait du désir, justement, de ce qui était difficilement... de ce qu'on ne pouvait pas expliquer, en fait. Moi, je connais personne qui parle, qui sait ce que c'est que le désir. Quand on est d'un seul coup en apnée, quelque chose qui vous broie... et qui vous attire en même temps. C'est très curieux. Bon, donc, quand on est pris là-dedans, ça peut vous permettre de faire un film, ça peut vous permettre d'aller au bout du monde avec quelqu'un, ça peut vous permettre des actes violents pour quelqu'un, ça peut vous permettre de faire un enfant, ça peut vous permettre... Voilà, tout est possible avec le désir. Et vous voulez la mettre à quelle place, votre vengeance ?